Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la bonne gouvernance locale au Burkina Faso pour apporter sa touche à la promotion de la bonne gouvernance économique et financière à travers une meilleure gestion des ressources publiques. Le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social et intégré sera désir à initier le projet PARC, programme d'appui au renforcement de la veille citoyenne et à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base à PAC dans 20 communes du Burkina Faso. Ce programme a été financé par l'UNICEF à Burkina Faso. Et pour parler de la mise en œuvre de ce programme dans les différentes communes, nous recevons pour vous les différents acteurs que sont le chef du projet PAC, le maire de la commune d'Oudgou, Manega, et le point focal de CCVC de la commune de Pella. Comme je l'annonçais, nous parlons sur ce plateau du programme d'appui au renforcement de la redevabilité sociale et de la veille citoyenne en faveur de l'accès aux services sociaux de base dans 20 communes du Burkina Faso. J'ai autour de cette table le chef du programme PAC, M. Adama Koulibaly. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci. Et j'ai ici à ma droite le maire de la commune d'Oudgou, Manega, Eugène Ouedraogo. Merci bien, madame. Et juste à côté de vous, nous avons le point focal qui se nomme Monsieur Yamiogo Kiswensida. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Burkina Info. Bonjour madame, merci bien. D'accord. Alors tout d'abord, vous allez nous présenter le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré CERADESI, ses objectifs et missions, Monsieur Adama Koulibaly. Ok, merci à madame Ouedraogo. CERADESI, c'est une ONG qui a un statut, c'est une structure qui a un statut d'ONG et Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré. Et elle a pour, le CERADESI a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance économique et financière à travers une meilleure gestion des finances publiques, mais également le développement et la valorisation de la recherche et des pratiques novatrices pour une meilleure gestion des ressources publiques au niveau local, national et voire continental. Et par rapport à cette mission, le CERADESI s'est fixé un certain nombre d'objectifs qui sont la promotion de la défense des droits de la personne, l'état de droit, les principes de bonne gouvernance au niveau de nos collectivités territoriales, mais également au niveau national. C'est également comme objectif, le deuxième, c'est de contribuer à l'éveil de conscience de manière à influencer la dynamique du développement participatif, mais également de l'ancrage démocratique au niveau du Burkina Faso. Le troisième objectif de CERADESI, c'est de promouvoir une protection sociale sensible aux droits, aux besoins des personnes vulnérables au niveau de nos collectivités territoriales. Le quatrième objectif, c'est de développer une expertise locale pertinente sur les questions de finances publiques, mais également de protection sociale pour les personnes vulnérables au niveau national et local. Et le cinquième et dernier objectif que CERADESI s'est donné, c'est de conduire des plaidoyers de haut niveau pour la prise en compte des besoins des personnes vulnérables, notamment quand on parle de personnes vulnérables au Burkina Faso, on parle des femmes, des enfants, mais également ces personnes défavorisées, les personnes handicapées qui ne sont pas souvent prises en compte dans les politiques de développement. Et les interventions et les actions de CERADESI sont focalisées sur trois principes et valeurs qui sont l'objectivité, l'impartialité et l'indépendance dans toutes nos actions et interventions au niveau national. Et donc, CERADESI travaille en faveur des personnes vulnérables. Oui, CERADESI travaille en faveur des personnes vulnérables, protection de ces personnes démunies au niveau des collectivités territoriales. Et quel est son rôle dans la promotion de la bonne gouvernance locale au Burkina Faso? Alors, il faut dire que CERADESI, l'objectif de CERADESI, c'est de renforcer et à travers des modules de formation, renforcer les capacités des acteurs locaux, qui sont les autorités locales, mais également la population, de manière à prendre en compte, à s'asseoir autour d'une table, discuter des besoins de la population, échanger sur les actions à entreprendre, mais également à suivre l'exécution de ces actions qui sont entreprises de façon efficace et efficiente. D'accord. Alors, parlant de gouvernance locale dans les différentes collectivités du territoire burkinabé, quelle est votre perception de la gouvernance locale actuelle, Monsieur le maire? Ok, bien, merci. Effectivement, la gouvernance locale est d'actualité
D'ailleurs, ça devait être même le maître mot au niveau de toutes ces collectivités-là. Parce que la bonne gouvernance permet de réaliser une confiance entre collectivités et population et administrés. S'il y a la bonne gouvernance au niveau des finances, au niveau de l'exécution des activités, au niveau de la redevabilité, pour que ces populations-là sachent réellement ce que les mairies font en faveur du développement à leur niveau. Je pense que c'est très important, cette gouvernance-là, à tout point de vue. Oui. Alors, Monsieur Yamugo, qu'avez-vous à dire sur la bonne gouvernance locale au Burkina Faso? Merci bien. Ce que je peux dire, c'est que par rapport à la bonne gouvernance locale, nous sommes toujours au stade embryonnaire. Parce que quand on prend un peu la gouvernance au niveau local, eh bien, elle se résume beaucoup plus à l'organe dirigeant. Je vais parler du maire et du conseil municipal. Voilà, c'est dire que les populations sont toujours dans le paradigme de l'État-providence. On attend toujours que tout vienne de l'État. Oui. Donc, il n'y a pas un engagement réel des populations pour aller vers la gestion de la chose publique, qui est la cité, qui est un bien commun nous tous. Et donc ça, c'est un réel problème en termes de gouvernance. Et voilà pourquoi je dis que nous sommes toujours au stade embryonnaire. La question de participation des populations reste toujours posée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations participent à la bonne gouvernance? Ah oui, ben, ça c'est très important comme question. C'est là que nous félicitons justement la venue de CRADC à travers le projet PARC, qui met en place quand même... On reviendra certainement sur le projet PARC. Voilà. Donc, justement, il faut qu'il y ait une veille citoyenne et une redevabilité sociale. Oui. On combine ces deux éléments, nous pouvons parvenir en tout cas à un changement qualitatif dans les comportements citoyens. Et M. Koulibaly, vous rejoignez leur avis là? Oui, en partie. Il faut dire que d'abord, avant de vous répondre, permettez-moi de donner une petite définition de la gouvernance au niveau local. Il faut dire que la gouvernance, la bonne gouvernance au niveau local, c'est l'ensemble des mesures, des règles et des organes de décision qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle de la collectivité territoriale. Elle permet quand même à la collectivité territoriale de s'organiser et de prendre des décisions qui impactent la vie des communautés. Elle permet également à la société, la collectivité territoriale, pardon, de résoudre les problèmes, mais également de mobiliser et gérer les ressources. Également, cette bonne gouvernance permet de prévenir ou d'apporter des solutions à d'éventuels conflits qui peuvent être générés dans les collectivités territoriales. Elle repose sur 4 piliers essentiels qui sont la responsabilité et les compétences de l'ensemble des acteurs. Et il y a le deuxième pilier qui est la transparence dans la gouvernance locale, dans toutes les actions que les autorités locales effectuent au niveau des collectivités territoriales. Il y a également les règles de droit applicables à tous les citoyens des collectivités territoriales sans distinction. Et en quatrième position, vous avez la participation de tous les acteurs au niveau local. Alors, pour revenir à votre question, il faut dire que la gouvernance locale, au vu de ce contenu et ce que nous avions constaté sur le terrain, les défis restent énormes à relever en termes de gouvernance locale. D'accord. Voilà. Et alors, votre centre a mis en œuvre un programme d'appui au renforcement de la redevabilité sociale et de la veille citoyenne en faveur de l'accès aux services sociaux de base dans 20 communes au Burkina Faso. C'est ça? C'est exact. Un projet qui contribue au renforcement de la gouvernance locale, cela dit politique, économique et financière. Parlez-nous de votre projet. Alors, merci. Alors, en droite ligne, CRADC en droite ligne avec sa mission de contribuer à la protection sociale au niveau du Burkina et au niveau du continent africain, a initié un projet dont vous parlez, le programme d'appui au renforcement de la redevabilité sociale et de la veille citoyenne en faveur de l'accès aux services sociaux de base dans 20 communes du Burkina Faso. Par services sociaux de base, c'est l'éducation, la santé, eau et assainissement et bien sûr la nutrition infanto-maternelle. Alors, ce projet, pour le présenter, il faut qu'on puisse situer le contexte dans lequel nous avions initié ce projet-là. Le contexte, c'est à partir de 2014, vous savez que le Burkina Faso a connu une insurrection qui a conduit à la mise en place d'un organe transitoire qui a pris des décisions, qui a pris des engagements sur un plan politique de manière à améliorer les conditions de vie des populations par rapport à ces 30 dernières années. Alors, cette situation quand même a créé de l'espoir au peuple burkinabé. Et le nouveau régime mis en place à la fin de la transition, il y a eu beaucoup d'attentes autour de ce nouveau régime
qui a été mis en place, de ce nouveau régime qui a été élu. Et malheureusement, la non-satisfaction de ces attentes des populations a entraîné vraiment des mouvements sociaux au Burkina Faso avec des grèves corporatistes. Donc pour nous, dans un tel contexte au niveau de CERADESI, qui est un centre d'études de recherche, il était question pour nous que l'État quand même puisse revoir la manière de faire les choses, de manière à ce que les acteurs au niveau national, les dirigeants comme les citoyens là, puissent s'asseoir autour d'une même table, échanger sur les besoins des populations, mais également se donner les moyens pour satisfaire les besoins de ces populations-là. Donc c'est dans ce contexte que le CERADESI a entrepris de réfléchir sur un document de projet soumis à l'UNICEF qui a accepté d'accompagner techniquement et financièrement cette initiative-là. L'objectif du projet PAC, c'est quoi? C'est de renforcer la veille citoyenne, individuelle et collective, de manière à rendre qualitatif et quantitatif les rendements scolaires, sanitaires et nutritionnels au niveau des 20 communes d'intervention. Et au vu de cet objectif global-là, vous avez cet objectif global. De cet objectif global, découlent 4 composantes qui est la transparence, la redevabilité au niveau de nos collectivités territoriales. Et en deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des acteurs locaux au niveau de ces 20 communes d'intervention. Parce que une chose est de demander à l'autorité locale, il faut nous satisfaire sur ce point, mais une chose également est de jouer pleinement votre rôle de citoyenneté au niveau de la collectivité territoriale. Et la 4e composante, c'est de vraiment renforcer, capitaliser sur l'exemple de ce projet-là pour que ça serve de cas d'école pour pouvoir influencer la dynamique du développement et de l'ancrage démocratique dans nos communes. Et la 4e composante, c'est de renforcer, disponibiliser l'information sur la nutrition au niveau de nos collectivités. Parce que la nutrition infanto-maternelle, notamment la malnutrition au niveau de nos collectivités au Burkina Faso de façon globale, pratiquement toutes les zones sont en mauvaise posture en termes de nutrition infanto-maternelle. Donc pour nous, il s'agit de disponibiliser l'information pour permettre aux gens de pouvoir accéder à l'information qui permet de mettre à la disposition des femmes, des enfants pour pouvoir alimenter mieux les enfants. Et de ces composantes, si vous me permettez, décline 5 objectifs du projet qui est d'abord le renforcement de la redevabilité sociale, le renforcement des capacités des acteurs locaux, les élus locaux, mais également la population à travers ces CCVC, des CCVC que nous avons mis en place, les comités communaux de veille citoyenne, qui sont constitués de 15 membres chapeautés par un point focal. Et ce CCVC est constitué comme suit. Vous avez rapidement un représentant du SINATEP qui est dedans, un syndicat de l'éducation de base, un représentant de la FSINTER, un représentant du SINCHA qui est un des syndicats de la santé. Vous avez un représentant des parents d'élèves, un représentant des COGES santé, et 2 représentants de femmes, 2 représentants des AME, 2 représentants d'une association locale quelconque, parce que pour nous, lorsque vous êtes dans une association, vous pensez plus aux objectifs à l'intérêt collectif. Et vous avez 2 représentants des AIE, Association des usagers d'eau. Donc c'est l'un dans l'autre l'ensemble des composantes des sensibilités sociales au niveau des collectivités territoriales qui composent ces CCVC-là. Et ces CCVC a pour rôle d'appuyer à la redevabilité sociale, la participation de la population dans les politiques publiques. Comment avez-vous fait pour que ce projet soit accepté par les communes? Monsieur le maire, comment avez-vous adhéré à ce projet-là? Au départ, je vous avoue que ça a été très très difficile. Bon, ça dépendait en fait des débuts. De l'approche. Oui. Si je l'ai dit, c'est parce qu'au départ, on avait constaté que dans ces comités-là, effectivement, il y avait des syndicats très forts, syndicats de l'éducation, de la santé, ainsi de suite. Alors que vous savez que c'est au niveau de l'État même que ces syndicats-là sont très très actifs et secouent au plus haut niveau l'État. Alors au départ, il y avait des appréhensions. Est-ce que ces syndicats-là n'organisaient pas la population contre les mairies? Ça pouvait être aussi perçu comme ça, mais il en est autrement. Sinon qu'au départ, en tout cas, c'est ce que nous, on avait perçu. Mais au fil des rencontres, des échanges, ainsi de suite, c'était fait en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de nos collectivités. Donc, ils ont pu vous convaincre alors. Justement, on a beaucoup échangé, et même lors des différentes rencontres au niveau de nos mairies, les formations, surtout les formations qui ont eu lieu, et à l'intention de tous ces membres-là,
et ont permis aux maires de comprendre exactement leur rôle vis-à-vis, quand on parle de veille citoyenne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là qui te surveille par rapport à tout ce qui se fait. Mais si vous avez toute une flopée de syndicats là-dedans, est-ce qu'on ne va pas mobiliser la population pour envahir les mairies? C'est l'impression qu'on avait. Mais avec les échanges, les formations qu'on a eues avec Seradesi, à plusieurs reprises, les échanges, on a compris qu'en fait, ce sont des structures pour accompagner nos collectivités. L'accompagnement, c'est pour nous rappeler certaines choses. C'est de notre devoir de le faire. Et aussi de nous accompagner par rapport à la sensibilisation de la population. Vous voyez, si ce sont des structures comme ça, qui sensibilisent la population par rapport à certaines choses, vous voyez même que quand on dit de payer les impôts, ainsi de suite, les recettes, bon, les gens sont très très réticents. Ah, c'est le maire encore qui parle, bon, il parle pour lui, il se défend. Alors que si c'est d'autres personnes, c'est encore beaucoup plus accepté à l'heure actuelle. Donc très vite, on s'est compris, on s'est rattrapé et qu'actuellement nous pensons en tout cas qu'il y a une très bonne collaboration avec Seradesi. Voilà pourquoi on est là, pour le témoigner. J'avoue que, en tout cas, c'est une structure que je pense va très sérieusement accompagner nos collectivités pour la conscientisation des populations et aussi galvaniser l'administration communale pour que les besoins fondamentaux de nos communes-là, de nos populations, soient satisfaits. Donc, Seradesi organise des rencontres avec les élus locaux et même des formations à leur endroit. Oui, effectivement, et puisque Seradesi, avant la mise en œuvre du projet, nous avions commandité une étude base ligne pour nous enquérir de la situation de la transparence, de la redevabilité au niveau des communes d'intervention. Alors donc, lorsque nous avions reçu les conclusions de cette étude-là, nous avions mieux affiné notre stratégie d'intervention qui est globalement fondée sur la combinaison entre l'accumulation des connaissances, l'expérimentation terrain et la contribution au débat public pour la protection sociale. Donc ça veut dire que nous formons et dans une première phase, nous avons formé l'ensemble des acteurs locaux, c'est-à-dire les citoyens, les points focaux, les CCVC ont été formés sur le processus budgétaire au niveau local, l'examen du budget au niveau local, l'analyse du budget au niveau local. Sur les questions de nutrition, nous avons mis en contribution les MCD, les médecins-chefs de district, qui ont formé ces élus, ces CCVC-là, de manière à avoir des informations sur la nutrition et où aller chercher l'information pour pouvoir faire des plaidoyers auprès de l'autorité communale. Et nous avions ensuite formé également les élus locaux sur la manière dont les choses doivent se conduire au niveau de la collectivité territoriale concernant le rôle de l'élu local dans le processus budgétaire, le rôle de l'élu local dans l'examen du budget, le rôle de l'élu local même dans l'organisation des débats, des cadres de concertation au niveau local pour qu'ils puissent vraiment s'enquérir des besoins réels de la population. Donc il y a des formations qui sont effectuées et la phase qui va commencer, ça sera l'expérimentation terrain. Nous allons croiser les bras, les regarder, mettre en application les connaissances qu'ils ont acquises lors de cette première phase. Et pour revenir au projet Parc, est-ce qu'elle ne comporte pas des insuffisances? Les insuffisances au niveau du projet Parc, je pense que au niveau des insuffisances, nous pourrons noter peut-être la constitution des CCVC, parce que les critères de sélection des CCVC, c'était de savoir lire et écrire. Et nous sommes de façon globale dans les communes rurales pour cette phase-là. Alors, pour trouver des gens qui savent lire et écrire et qui appartiennent à ces sensibilités sociales-là, au niveau de la collectivité territoriale, c'était vraiment difficile. Voilà. Donc, vous avez des gens qui sont dans les CCVC qui ne savent pas forcément lire et écrire, et pourtant, nos critères veulent qu'ils soient des sensibilités de ces secteurs sociaux-là. Donc, c'était un peu une des difficultés que nous avions rencontrées. Mais également, les élus locaux, avec qui il y a eu souvent des menaces à peine voilées pour installer un CCVC. Il faut dire que le CCVC est apolitique. Et à entendre le nom déjà, Comité communal de veille citoyenne, avec certains maires, ce n'était vraiment pas une mince affaire. Voilà. Donc, et donc, le projet est entièrement financé par l'UNICEF? Le projet est financé par l'UNICEF et le Seradesi. En tant que bénéficiaire de ce projet-là, quelle appréciation avez-vous de la mise en œuvre de ce projet dans les différentes communes? Monsieur le maire? Nous avons en tout cas une pensée très positive par rapport à la mise en place de ces comités par Seradesi. Et effectivement, ce sont des comités
que nous espérons très bien vont travailler main dans la main avec nos collectivités. On dit que c'est un comité d'éveil, mais en réalité, je pense que c'est tout à fait normal. C'est pour nous rappeler certains devoirs vis-à-vis des populations. Et comme il le disait tout à l'heure, nos communes-là, c'est presque 90% d'analphabètes par rapport à ces membres-là. Donc on a constaté au départ qu'ils n'étaient pas habitués peut-être à prendre la parole en public comme ça. Donc quand vous allez là-bas, vous allez constater que ce sont les syndicats qui, en tout cas, parlaient le plus. Ah bon, ça a commencé à inquiéter les mairies, voilà pourquoi je vous en parlais. Mais au fur et à mesure, des explications, des informations, des échanges, on a constaté en tout cas que c'est une structure qui vaut la peine et qu'il fallait effectivement mettre en place pour accompagner les mairies. En fait, c'est un accompagnement. C'est parce qu'on a parlé d'éveil citoyen, qui dit éveil, c'est quelqu'un qui est là pour te surveiller. Bon, alors là, il y avait beaucoup d'appréhension. Surtout qu'il y avait des syndicats qui parlaient beaucoup plus à l'intérieur, parce qu'eux, ils étaient habitués, bon, les autres observaient. Mais au fur et à mesure de nos échanges avec les responsables de ces structures-là, on a compris qu'en réalité, ce sont des comités que si réellement les communes tenaient le bon bout avec eux, ils peuvent réussir. Mais la mairie n'avait pas de quoi avoir peur. Oui, maintenant, oui. Quand même maintenant, avant. Oui, mais avant, bon, puisqu'il n'y avait pas eu, en fait, d'informations assez détaillées, on ne s'était pas encore rencontrés, les formations, c'était tout juste à leur niveau. Bon, il y en a même au niveau village, quand vous parlez là. En tout cas, on met des structures en place pour venir contrôler les activités des maires. En fait, leur compréhension, c'était comme, quand on dit d'éveil citoyen, là, si tu traduis ça dans nos langues, là, c'est comme ça. On va aller surveiller ce que les maires là font. Ah bon, donc les gens ont commencé, alors en ce moment-là, à s'en méfier. Mais maintenant, avec les explications, surtout avec les responsables, il y a eu beaucoup de regroupements. Bon, on a échangé et je pense qu'actuellement, là, on a aplani le terrain ensemble par rapport à la compréhension et je pense que ça peut aller. Et Monsieur Yamego, Oui. quel est votre avis sur la mise en place de ce projet? Ok, merci bien. À mon niveau, globalement, je suis très satisfait parce que la mise en œuvre de ce projet a permis d'abord de sensibiliser chacun de nous sur son rôle régalien en tant que citoyen. Mais je rappelle que vous représentez la population, hein? Oui, mais puisque nous allons vers la population pour échanger, et on se rend compte que c'est... Mais vous êtes le point focal de Siradesi, donc si vous représentez la population, il faut aller dans ce sens. Oui, mais au fait, je suis l'interface entre Siradesi et en fait, la mairie, voilà, et bon, entre aussi Siradesi et le CCVC, et entre CCVC et la mairie, mais nous allons vers la population pour leur apporter un certain nombre d'informations, de sensibilisation, afin qu'ils jouent leur rôle citoyen. Alors, donc c'est vrai que je dois être un peu critique, mais il faut reconnaître que le premier problème que nous avons rencontré, c'est que la population elle-même, quand on dit qu'il veille citoyen, parce que justement, les gens dorment. Ils dorment quand il s'agit de leurs devoirs. Mais lorsqu'il s'agit donc des questions de droits, là, les gens sont prêts pour réclamer. Mais quand il s'agit des questions de devoirs, il y a un sommeil. Alors, il faut que les gens acceptent aussi de jouer leurs devoirs pour que nous puissions aller à la construction de la cité. La gestion de la cité, là, n'est pas l'apanage seulement du maire et du conseil municipal. Il faut un engagement de la population pour qu'ensemble, nous puissions en tout cas combiner les énergies positives pour aller vers le développement. Mais qu'est-ce que vous faites pour amener les populations à jouer leur devoir? Ah, là, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'actions que nous avons déjà menées. Quand on capitalise dans les différentes communes, ce qui a déjà été fait, alors il y a des sensibilisations sur d'abord les questions de devoir. Parce que le maire ne peut rien faire si au niveau des populations, les gens n'assument pas leurs devoirs. Je vais parler par exemple des impôts. Alors, je vais parler aussi de la solidarité agissante. Parce qu'il y a des situations où il ne faut pas attendre la réponse de la mairie. C'est-à-dire qu'ensemble, nous pouvons lever ces défis-là. Mais ça, souvent, ça manque au niveau donc, de nos collectivités locales. Voilà, donc nous allons vers les populations pour donc, échanger en termes, donc, par exemple, les défis de l'éducation. Voilà. Vous savez que quand on échange, on sensibilise, les gens finissent par comprendre que c'est ensemble qu'on peut lever par exemple, ces défis pour aller vers des rendements meilleurs. Il a parlé par exemple de la malnutrition, c'est vrai. Nous sommes allés vers les populations pour voir par exemple les questions de bouillon enrichi pour lever justement ces défis donc, de la malnutrition.
Donc, Pour revenir au projet PAC, Monsieur le maire, plus concrètement, quelles sont les actions dont vous avez bénéficié, En tout à cas, part les formations? oui, justement, ces formations-là nous ont apporté quelque chose. Parce que c'est à partir de ces formations-là que d'autres actions concrètes sur le terrain pourront être réalisées. Ça veut dire que nous pouvons même faire des sensibilisations ensemble et que nous allons mettre ces structures-là devant. Même s'il y a quelque chose, je pense que ce sont ces comités-là qui seront devant. C'est déjà quelque chose qu'on n'en avait pas. Et que si c'est nous-mêmes qui sortons tout le temps, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait, en tout cas, une autre structure. Déjà, c'est quelque chose de très, très, très important qui nous apporte un plus sur le terrain. Il y a certains aspects, par exemple, de la nutrition et autres là, ils ont déjà pris le relais par rapport à certaines sensibilisations au niveau, par exemple, de l'éducation. Quand je dis l'éducation, bon, il faut se dire que c'est un problème réel sur le terrain. Et tant qu'il n'y a pas cette sensibilisation-là, et les parents d'élèves et autres veulent tout laisser à l'État, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Donc, par rapport à ces échanges-là, bon, je pense qu'en route aussi par rapport à la redevabilité, bon, ce sont des actions concrètes qui vont venir pour pouvoir nous épauler. Vous savez, surtout les communes à très faible revenu, avec de très faibles potentialités, ça pourrait en tout cas nous aider à réaliser certaines activités, notamment les redevabilités ou même poser des cadres de concertation. En tout cas, c'est déjà en voie. Mais les concertations et les formations ont permis d'appréhender quelque chose, d'aplanir en tout cas nos divergences et maintenant converger vers un point commun. Et côté nutrition, qu'est-ce que Serradesi a déjà fait pour votre commune? C'est plutôt leur sensibilisation, leur titillement qui devrait amener les mairies à faire quelque chose. Par exemple, après notre rencontre avec Serradesi, nous avons inscrit quelque chose dans notre budget. Au budget supplémentaire, on a inscrit, alors que ce volet-là, compte tenu de la faiblesse de notre budget, ce n'était pas inscrit. On était obligé de raboter d'autres parties pour pouvoir inscrire quelque chose là-bas au niveau de la nutrition et en tout cas prendre en compte ce que Serradesi veut et par rapport à d'autres aspects, c'est exactement la même chose. Monsieur Yamegou? Oui. Allez-y. Ok, ben, en termes d'action, pour renforcer en tout cas la gouvernance locale, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous allons vers, par exemple, parce que le maire n'est pas dans les secrets des dieux pour savoir tout ce qui ne va pas dans la localité. Donc les CCVC, à travers souvent des photographies, vient présenter donc des situations au maire. Ah, voici dans votre commune, voilà, il y a tel problème, et nous venons plaidoyer pour que la prise en compte donc, de ces problèmes-là par rapport à votre budget. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever en tout cas ces défis? Et vous faites un retour à Serradesi, bien sûr? Bien sûr, oui, nous faisons un retour puisque tout ce que nous menons comme action c'est à capitaliser au niveau de Serradesi. Puisque oui, mais c'est en faveur quand même, c'est grâce à eux que nous avons pu mener toutes ces actions. Nous avons reçu beaucoup de formations parce qu'on avait vraiment besoin de ces informations. Je prends un exemple, moi je ne sais pas comment on fait une analyse budgétaire. Oui. Pendant le budget, je suis neutre. Je ne sais pas comment on l'examine, quels sont les aspects qu'il faut vraiment cerner. Et comment il faut rapporter ça aux besoins? Est-ce qu'on respecte vraiment les besoins des populations? Mais grâce aux formations que nous avons reçues, nous savons vraiment comment il faut analyser un budget, voir si par exemple le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, en termes de proportion, est-ce que réellement ce qui est retenu pour ces domaines-là, est-ce que c'est suffisant? Donc, c'est quand même autant d'actions que nous en tout cas, nous apprécions positivement. Mais financièrement, qu'est-ce que Serradesi fait pour ces populations-là? Alors, le projet est essentiellement basé sur la sensibilisation. Parce que pour nous, il y a des tensions sociales un peu partout du fait que les gens ne maîtrisent pas leur rôle, que ce soit les autorités locales, mais également les citoyens. Et pour nous, il fallait combler ces vides-là, renforcer les capacités des uns et des autres, sensibiliser les uns et les autres sur leur rôle dans la gestion des affaires au niveau local. Donc nous avions renforcé les capacités, comme je vous ai dit, des CCVC sur le processus budgétaire, la nomenclature budgétaire. Quand vous prenez un budget d'une collectivité territoriale, si vous n'avez pas fait des études en finance, j'avoue que c'est un document que vous allez trouver neutre. Donc sur la nomenclature budgétaire, nous avions pu faire quelque chose avec eux. Les élus locaux également, nous avons formé sur les techniques de réduction des comptes. Comment rendre compte
à une population. Parce que pour nous, lorsque vous présidez la destinée d'une collectivité et que vous êtes tenant d'un pouvoir politique et financier au niveau local, vous devez rendre compte à cette population pour qui vous êtes élu. Alors donc, ils ont été renforcés, les capacités ont été renforcées sur comment on rend compte à une population de sa gestion. Voilà pourquoi il y a les journées de redevabilité. Très bien. Et nous accompagnons ces journées de redevabilité au niveau des collectivités territoriales, aussi techniquement que financièrement. Alors, monsieur le maire, avec les différentes actions entreprises, que sont les changements auxquels on peut déjà s'attendre en termes d'amélioration de la gouvernance dans votre commune? Dans un premier temps, c'est que la population va effectivement, comme le point focal le disait là, s'approprier cette situation-là. Ça veut dire de travailler de concert avec les collectivités pour que, il disait tout à l'heure là qu'ils dorment. Quand il s'agit de revendiquer là, tout le monde est debout, mais ça cote par la contributive, personne ne se lève, ils dorment. Donc nous pensons que c'est une situation qui va changer par rapport à toutes ces formations qu'ils ont reçues. Ils savent actuellement, en tout cas, sur quel bout actionner pour pouvoir accompagner les maires. Je voulais vous donner un exemple. À notre budget supplémentaire, alors auparavant, on m'avait demandé d'envoyer notre budget physique et en tout cas numérique. J'ai dit, ça là, non, nous, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. On ne peut pas envoyer à une structure qu'on ne connaît pas comme ça. Notre budget, c'est pour faire quoi? Chacun était réticent. Alors, on a pris les renseignements. C'est au cours de sa rencontre d'échange-là qu'on a compris. Effectivement, j'ai donné. Ils ont analysé et quand on faisait le budget supplémentaire, ils étaient tous là, ils ont regardé le niveau de nos recettes. Parce qu'il faut connaître les recettes pour pouvoir voir comment il faut les loger, qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec ça. Mais c'est quand ils ont vu nos recettes, même ceux-là qui ne comprennent pas, on traduit. Tout était traduit dans nos langues et ils suivaient. Voilà nos recettes et certaines recettes, quand il s'agit de transferts, ça ce n'est pas quelque chose de touchable comme on le dit. C'est bien destiné à quelque chose de précis. Donc on peut pas. C'est nos recettes propres là qui peuvent nous permettre de faire certaines réalisations. Donc voilà nos recettes propres, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà les priorités, les problèmes, ainsi de suite. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, qu'au niveau des collectivités, il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Et tout le monde se réfère à ça. Il faut aller voir la mairie. Il faut aller voir la mairie. Donc, il faut aller voir la mairie là. Voilà les différentes lignes qu'en principe, au niveau de la mairie, on devait compléter et mettre quelque chose. Et voilà nos recettes. Et c'est au vu de ça qu'ils se sont dit, effectivement, on veut bien faire, mais on est limité par nos recettes. Et voilà au niveau de la nutrition. Il y a l'action sociale, il y a la santé, il y a l'éducation. Enfin, tous les postes. Il y a côté culture, ainsi de suite, qu'il faut fournir et approvisionner en fonds pour pouvoir exécuter. Voilà tout ça. Maintenant, proposez-nous où on va enlever, abandonner, et pour pouvoir loger à quelque part par rapport à nos rubriques. C'est quand ils ont vu ça, ils ont compris qu'effectivement, nous-mêmes, on a compris qu'en fait, le fait de donner notre budget là, eux-mêmes, ils ont compris que ça nous aide beaucoup. C'est par là, en tout cas, moi, sincèrement dit, j'étais satisfait. Et lorsque nous tiendrons nos différents budgets primitifs ou supplémentaires, ils seront tous invités, en tout cas au débat, pour nous aider à loger et à remplir toutes ces lits-là. Et ils verront bien, bon, si vous avez 1 million pour résoudre des problèmes de 5 millions, c'est pas possible. Vous allez résoudre ça comment? Vous verrez là, les 5 millions, jusqu'à 1 million là, où on va pouvoir loger parce que ça ne peut pas résoudre tous les problèmes de 5 millions. Et vraiment, nous, on est très satisfaits par rapport à cette démarche-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'on ne veut même pas tout faire. Même si c'était eux à notre place, ce serait très difficile parce que tu ne peux faire que ce que tu as entre les mains pour faire. Oui. Alors, M. Yamego, que ressort de vos entretiens avec ces populations locales-là? Tout d'abord, je vais relever que la participation citoyenne est tributaire de la transparence dans la gestion de la chose publique. Et donc, ce que nous avons d'abord recueilli comme élément de réaction de la population, c'est cette question de transparence souveraine. Alors, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Les gens ne vont pas vers l'information. On est dans une position de criticisme. Tout ce que, par exemple, le maire fait ou le conseil municipal fait, c'est critiquer. Bon,
Donc le rôle du CCVC, ce n'est pas être un parti politique ni un parti d'opposition. Nous sommes là comme catalyseurs pour amener les gens à comprendre d'abord le processus. Mais souvent, le maire il ne peut pas prendre des décisions unilatérales. Il travaille de concert avec le conseil municipal et la population doit avoir un regard. Donc nous, en contact avec la population, nous travaillons à leur demander de réellement s'intéresser, s'engager pour la gestion de la chose publique. De ne pas rester comme des sujets, mais des citoyens réels. Parce que le problème, c'est ça. On pense que la citoyenneté se résume à aller voter. Non. Il faut qu'on soit vraiment actif. Parce que la société est avant tout un bien commun et on ne peut pas être un sujet et vouloir qu'il y ait développement. Et il faut tenir compte aussi de la paye des impôts. Ah oui, les devoirs surtout. Si ça c'est fait, on peut exiger alors du maire. Nous avons fait notre devoir, mais les fonds que vous avez recueillis, qu'est-ce que vous en avez fait? Et là, on peut quand même, à ce moment, se dire certaines vérités, si ça ne va pas. Mais si les devoirs ne sont pas assumés, et on est là, on exige des droits, il y a un problème. Et lorsqu'on parle de la bonne gouvernance locale au niveau des collectivités territoriales, on est aussi obligé de parler des politiques publiques, à savoir les plans communaux de développement, les budgets, comment chaque parti fait pour s'assurer de la participation citoyenne dans l'élaboration de ces politiques publiques-là, les PCD, le budget. Monsieur le maire? Merci bien. En ce qui concerne les PCD, bon, je pense que c'est un peu partout la même chose. Mais au niveau de notre commune par rapport à l'élaboration du PCD, ce sont les fils de la commune, tous les niveaux confondus. Des personnes ressources, des financiers, et des sociologues, des administrateurs, ainsi de suite, ont été associés à l'élaboration du PCD et les élus locaux également. Beaucoup de personnes ressources. Et je pense que sur le terrain, pour aller recueillir les informations, Seradesi avait en tout cas une part active. C'est ce qui d'ailleurs les a permis, lorsque nous, on s'était retrouvés pour faire un peu le bilan, beaucoup de questions qui étaient posées, c'était surtout ceux de Seradesi, parce qu'ils ont participé. Ils revenaient surtout sur certains points pour nous rappeler que c'est très important et qu'il faut mettre ces points-là en relief dans les PCD. Sinon que les PCD-là, c'est à travers ces démembrements-là, c'est la population. Vous ne pouvez pas prendre une population de 30 000 personnes pour venir s'asseoir et élaborer un PCD, mais c'est leurs représentants. Et des gens qui étaient avisés en matière d'élaboration du PCD. Donc on estime que par rapport à cette situation-là, on peut nous présenter un document qui reflète la réalité de notre commune. Bon, ça veut dire que les gens ont sillonné les villages et ont eu des entretiens avec les villages. Et chaque village a son dossier, ses problèmes, ainsi de suite. Donc, c'est tous ces aspects-là qui seront, en tout cas, disons, synthétisés pour faire un document sur lequel maintenant l'administration communale va se baser pour mener ses actions de développement sur le terrain. Monsieur Koulibaly, sur l'élaboration des PCD. Ok, merci. Il faut dire que d'abord, dans la commune d'intervention du Seradesi, les 20 communes au total, il y a 13 communes qui ont bénéficié quand même de l'appui de l'UNICEF pour l'élaboration, la relecture de leur PCD. Donc, cet accompagnement fait suite à un plaidoyer que Seradesi a mené auprès de l'UNICEF et lors de notre restitution, la restitution de l'étude de base, l'UNICEF a pris l'engagement d'accompagner ces communes d'intervention-là. Donc, nous avons bien voulu qu'au niveau de ces communes-là, que nos CCVC puissent prendre part de façon active à la collecte de l'information, à la rédaction du document d'orientation, puisque le PCD, c'est le document d'orientation communale. Donc, nos CCVC ont contribué de façon active à la collecte de l'information, à la rédaction de ces PCD-là, qui se veut, puisque c'est une nouvelle formule, on parle de PCD axé sur les droits humains. Donc, c'est un PCD élaboré par la population elle-même, pour elle-même. Et nous, ça nous satisfait parce que l'objectif que nous recherchons, qu'il y ait vraiment cette symbiose entre élus locaux et puis citoyens. Monsieur Yamego, vous qui avez participé à l'élaboration de ce PCD-là, comment ça s'est passé? Ben, je dirais que c'est très bien passé. Puis moi, personnellement, en tout cas, j'ai participé.
nous sommes dans le paradigme donc, de la gestion du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais donc, il va de soi que le PCD soit conçu sur la base des besoins réels des populations. Donc, nous avons pu rencontrer les populations par focus group. Ça veut dire qu'on tient compte donc, de la dimension droit humain. Voilà. Il y a par exemple les enfants. Quels sont les besoins des enfants? Les personnes handicapées, les vieilles personnes, voilà, les femmes. Et les hommes, on les a séparés pour pouvoir récolter véritablement leurs besoins. Parce qu'on sait souvent qu'il y a des paysandages socioculturels qui empêchent certaines couches sociales de s'exprimer. Donc, vous voyez que c'est en cela qu'on a pu quand même couvrir toutes les couches sociales, de sorte que le PCD soit vraiment un répertoire des besoins réels de toutes ces couches-là. Alors, monsieur le maire, comment faites-vous pour vous assurer que le peu de ressources disponibles à votre niveau est utilisé de façon efficace et efficiente au profit de toutes les couches sociales? Alors, on venait de parler par exemple du PCD tout à l'heure. En fait, le maire ou l'administration communale ne travaille pas à tout hasard. On se base quand même sur des documents pour pouvoir travailler. On sait qu'un PCD est élaboré et sa mise en œuvre complète, là, c'est pour 5 ans. Oui. Et pour 5 ans, il faut voir à l'intérieur de ça quelles sont les priorités. Si vous prenez par exemple le cas de l'eau et l'assainissement, surtout l'eau, ça peut constituer une priorité et que, pourquoi pas, en première année d'exécution du PCD, ça peut être, en tout cas, le cas de l'eau qui pourrait intéresser, disons, la confection du budget communal de l'année, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour s'assurer, il faut effectivement avoir un regard constant sur les problèmes de population à partir du PCD. Parce qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent venir en cours d'année, où les 2 ans, les problèmes peuvent venir à tout moment et qu'il faut prendre aussi en compte. Donc pour s'assurer là, on sait que ce n'est pas l'administration communale seulement. En ce moment-là, c'est toujours la population, puisqu'il y a des remontées d'autres informations, d'autres situations très graves. Ce n'est pas prévu au PCD, mais ça peut venir à tout moment. Donc, tous ces aspects-là sont pris en compte pour nous assurer. D'ailleurs, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui ne parte pas en ligne droite avec la satisfaction des besoins de la population. Okay. Puisque le maire ne travaille. C'est une équipe qui travaille. Et le travail aussi est validé au plus haut niveau. Vous savez que pour valider un budget d'une commune, il y a une commission technique régionale qui se tient et pour valider tout. Et vous pouvez passer des heures et des heures, ligne par ligne, pour que ça soit approuvé. Si c'est une situation où, par exemple, on estime que ça, ce n'est vraiment pas du tout prioritaire pour le moment, on peut s'en passer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le maire ne s'enferme pas tout seul, peut-être avec ses actes pour élaborer quelque chose. C'est public et tout le monde sait ce qui va se faire. Et maintenant, le pilotage maintenant, et ça se fait à autre niveau, ce que nous appelons les CTR. Mais dans tous les cas, tout ce qui se fait là, c'est en fonction des besoins ressentis par la population et inscrits dans un document que vous regardez et que vous mettez en œuvre sur le terrain. Le problème, c'est que quand vous prenez la collecte de ces données sur le terrain, on dit que voilà un document, le PCD, ça vaut combien de... Ça peut se chiffrer même à des milliards. Ce n'est pas en une seule année que ça peut se faire. Mais les gens pensent qu'une fois que le problème a été répertorié, collecté au niveau de leur village, à longueur des années, ils sont venus nous entretenir sur notre problème. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors que c'est programmé sur 5 ans. Donc, dans l'élaboration du PCD, vous tenez les réels besoins, vous tenez en compte les réels besoins des populations. C'est la population même, on ne parle pas, c'est ce qu'il vient de dire. Vous allez, et c'est des séances plénières au niveau des villages, les gens s'expriment. Et cette fois-ci, les femmes à part, les hommes, les enfants, ainsi de suite, sur les besoins, les problèmes du village. Et il y a un dossier, même un document par village qui est constitué. On sait que le problème d'eau, le problème de l'éducation, la santé, ainsi de suite. Après, vous faites la synthèse. Donc, vous ne pouvez pas mettre une action en dehors de ce qui a été, en tout cas, collecté sur le terrain. Évidemment,
il y a bien d'autres problèmes qui peuvent venir en cours d'année, les 2 ans, les 3, ainsi de suite, et qu'il faut prendre en compte. Alors, on sait que l'organisation des journées de redevabilité pour rendre compte de sa gestion à sa population est perçue comme une bonne pratique de la gouvernance. Alors, qu'en est-il de la situation dans les différentes communes d'intervention du projet et quels sont les défis? Effectivement, dans les différentes communes, suite à une rencontre que nous avons eue courant, je crois que c'est dans le mois de septembre, et effectivement, il y a beaucoup de difficultés au niveau de certaines collectivités à pouvoir tenir des journées de redevabilité. Bien que ce soit quelque chose, c'est obligatoire, cette tenue de journée de redevabilité-là, pour pouvoir informer la population de tout ce que vous faites au niveau de la mairie. Et ça aussi, c'est une garantie par rapport aux critiques qu'il y a. Les gens ont l'occasion de poser beaucoup de questions et de dire il y a tel ou tel problème, pourquoi vous ne l'avez pas résolu. C'est au cours de ces journées de redevabilité-là que vous cadrez les choses. Mais effectivement, parfois, il y a les contraintes budgétaires ne vous permettent pas de soit tenir ces redevabilités-là à temps, ou bien, par exemple, si vous devez tenir 2 redevabilités dans l'année et que le budget ne permette pas ces tenues-là, il faut peut-être des interventions extérieures pour pouvoir vous accompagner afin que ces redevabilités, journées de redevabilité-là puissent se tenir. Mais je sais que ce sont des problèmes un peu partout dans les autres communes, dans les 20 communes en tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Journée de redevabilité, tenue des CCCO, ainsi de suite, et toute autre rencontre où il faut nécessairement, en tout cas, faire sortir de l'argent et travailler. Ça constitue Monsieur beaucoup Koulibaly, de problèmes. sur les journées de redevabilité? Oui, les journées de redevabilité au niveau des collectivités territoriales au Burkina Faso, c'est un défi énorme à relever parce que dans les règles, dans les textes, normalement, il vous faut 2 journées de redevabilité, au moins 2 journées de redevabilité organisées pour rendre compte de votre gestion à la communauté. Je disais tantôt, lorsque vous tenez un pouvoir politique ou financier, un quelconque pouvoir au niveau d'une collectivité, que vous gérez leur devenir là, vous devez normalement, les ressources que vous avez utilisées pour mettre en œuvre des actions de développement, vous devez rendre compte à cette population-là. Et souvent, les élus locaux, lors de nos échanges, ils nous ont fait savoir que non, il manque de ressources pour pouvoir organiser des journées de redevabilité. Et là, je ne partage pas forcément leur manière de voir cette chose-là, parce que lorsque vous gérez, c'est une obligation de rendre compte. Il faut rendre compte à une population. Faites tout pour pouvoir, en tout cas, mobiliser, trouver une ligne budgétaire pour pouvoir rendre compte à cette population. Parce que lors de notre étude de référence, une des conclusions de la population était, lorsque nous sommes rassurés qu'il y a une transparence dans la gestion des fonds que nous mobilisons à travers l'impôt, nous sommes prêts à payer. Alors donc pour moi, pour permettre à ces gens de payer, travailler de manière à rendre transparent votre gestion sur chaque 6 mois et ça va peut-être motiver les gens. Voilà, c'est un facteur qui peut motiver les gens à payer plus d'impôts parce que c'est cet impôt qui permet à la collectivité de travailler. Donc, à leur niveau, ces organisations des journées de redevabilité, souvent un peu, bon, on ne peut pas les enlever ça avec une coloration politique, mais pour nous, pour être efficace là, vous avez besoin vraiment d'une journée de redevabilité. L'organisation ne dépasse pas 3 heures, au maximum 3 heures, 1h30, 2 heures, vous avez fini votre journée de redevabilité, prendre des questions et puis voilà. Donc, Monsieur le maire, est-ce que c'est assez simple comme Monsieur Koulibaly l'explique là? Les journées de redevabilité à votre niveau. Parlez de côté financier, non? Voilà, justement, c'est ce côté financier et auquel beaucoup de communes, en tout cas, sont confrontées. Ça, c'est une réalité. Donc, Monsieur Koulibaly, vous voyez que ce n'est pas assez simple à leur niveau. oui, ils ont des ressources, même si les ressources ne sont pas suffisantes. Mais pour moi, il faut pouvoir dégager quelque chose pour organiser cette journée de redevabilité. Parce que pour moi, j'estime qu'avec 500 000 francs, on peut organiser une journée de redevabilité, rendre compte à cette population. L'impact de cette journée de redevabilité peut être 1 million, 2 millions. Parce que la population vous fait confiance et est prête à mettre son argent. Il faut dire que dans le projet, il y a une sensibilisation des CCVC sur le paiement de l'impôt dans les différentes communes. En même temps, séance tenante, il y a des commerçants, parce qu'on les a expliqué comment utiliser l'impôt. Séance tenante, il y a des commerçants qui ont décidé d'échelonner le paiement de leurs crédits sur le terrain. Donc, ça veut dire que les journées de redevabilité peuvent être un facteur
qui permet quand même de mobiliser l'impôt au niveau des collectivités territoriales. Monsieur le maire, donc même avec 500 000, vous pouvez tenir vos journées de redevabilité. Oui, on peut le minimum en tout cas peut être fait. Donc 2 fois dans l'année alors. Oui, les journées de ces 2 fois au moins dans l'année. Mais est-ce que vous le faites? Nous le faisons, mais généralement c'est 1 fois dans l'année. Pourquoi? C'est comme je vous l'ai souligné tout à l'heure là, quand vous voyez la structure de notre budget où l'essentiel est beaucoup plus consacré à faire en sorte que les salaires soient garantis du 1er janvier au 31 décembre, c'est généralement ces situations-là qui ne vous permettent pas de voler comme vous voulez. Mais en tant que M. Koulibaly, peu importe le budget, il faut tenir ces journées de redevabilité au moins 2 fois dans l'année. Bon, en tout cas, nous le tenons pour ceux-là qui ont cette possibilité, oui. Mais en tout cas, nous faisons en sorte que ça se tienne. Mais même si ce n'est pas les 2, en tout cas, une journée de redevabilité, nous en faisons. Donc vous devriez pouvoir accompagner les communes pour la tenue de ces journées de redevabilité. Oui, nous accompagnons techniquement ces communes et financièrement. Parce que le mois de novembre prochain, nous allons les inviter, au sortir de cette émission, nous allons déjà inviter les élus locaux, les conseils municipaux, à pouvoir entreprendre une reddition des comptes au mois de novembre et nous allons accompagner un peu financièrement, nous allons prendre une partie, une partie des dépenses pour pouvoir organiser ces journées de redevabilité là. Parce que pour nous, c'est un devoir de rendre compte à la population lorsque vous gérez les biens publics. C'est un devoir. Alors donc, vous n'avez pas besoin d'un accompagnement quelconque pour pouvoir rendre compte. Si votre maman vous envoie à la boutique, allez avec 100 francs, allez vous me payer des magies ou bien du sel pour 25 francs. Quand vous revenez, vous vous rendez compte à la maman, ce n'est pas une dépense de trop. Monsieur le maire, ça vous qu'on parle. Voilà, oui, ce n'est pas une dépense de trop. Et les conseils municipaux, pour moi, sont considérés comme, ce sont des employés du peuple. Vous gérez les biens du peuple et rendez compte à ce peuple. Et mobiliser l'impôt qu'il faut, les ressources qu'il faut pour pouvoir rendre compte à cette population. Ça va permettre quand même d'apaiser le climat social au niveau de nos collectivités territoriales. Mais également, je pense que ça va, au vu des conclusions de notre étude de base, là, où les gens disent, nous sommes prêts à payer l'impôt à condition qu'il y ait vraiment une transparence autour de... Et vu également des actions que nous avons entreprises avec les CCVC, où ils ont sensibilisé les commerçants sur le paiement de l'impôt, où les gens se sont engagés en même temps, séance tenante à payer. Donc pour nous, l'organisation des journées de redevabilité peut contribuer à renflouer les caisses de la commune pour une meilleure prise en compte des besoins des populations. Mais quelles sont ces actions que vous comptez entreprendre pour renforcer davantage la gouvernance locale et l'ancrage de la démocratie participative? Alors, je disais que notre stratégie d'intervention au niveau des CRADESI, c'est fondé sur l'accumulation de connaissances et la pratique, voilà, la mise en pratique sur le terrain, mais également la contribution au débat public. Pour nous, il faut d'abord, on s'est rendu compte que les gens ne maîtrisaient pas le rôle. C'est-à-dire qu'il manquait vraiment ces ressources humaines, ces compétences au niveau des citoyens, mais également des élus locaux. Parce qu'il y a des présidents de commissions de finances qui ont 3-4 mandats, mais qui ne savent pas lire une ligne budgétaire. Donc, et pourtant, ces gars doivent contre-expertiser la proposition du maire. Oui. Donc, nous avions d'abord renforcé les capacités des uns et des autres de manière à vulgariser le budget. Il faut dire que les budgets, nous avions une activité où nous avions simplifié les budgets de manière à rendre ça digeste. Pour que lorsque vous n'avez pas fait des études en économie, vous puissiez comprendre un peu le budget. Donc, nous avions agi de cette manière-là et nous avions formé ces CCVC également qui sont les représentants des populations. Pour nous, Anne-Griffe, c'est l'Assemblée nationale de la commune. Anne-Griffe, c'est CCVC. Et ils ont été formés sur le diagnostic des difficultés de la commune au niveau des secteurs d'intervention du projet. Éducation, santé, eau, assainissement, mais bien sûr la nutrition infanto-maternelle. Donc, il y a eu cette journée que nous avions organisée avec les maires où il y a un diagnostic des difficultés de la population et ils ont élaboré un document et regardé les liens entre les difficultés et puis la structure du budget et faire un plaidoyer devant les autorités communales qu'on a appelé cette journée DOB, débat d'orientation budgétaire. Et ces documents devaient permettre, in fine, d'orienter les prises de décision du conseil municipal dans l'élaboration du budget. Et ça, pour nous, ça va permettre, lorsque c'est organisé, ces DOB sont organisés de façon continue avec les populations qui sont les CCVC, là, ça va permettre quand même l'ancrage démocratique, mais également l'amélioration de la gouvernance locale. Le maire disait tantôt
par rapport au PCD. Il dit que le PCD a été, voilà, où les CCVC ont participé de façon active à l'élaboration du CCVC et du PCD. Et le PCD, c'est la planification du développement sur 5 ans. Et le budget, c'est la tranche annuelle du PCD. Oui. Voilà, donc chaque année, la partie du PCD que nous allons mettre en œuvre là est appelée le PAI, le plan annuel d'investissement, et c'est intégré dans le budget. Donc, pour le budget, par exemple, la planification sur 5 ans, il est difficile de cerner tous les problèmes parce qu'il y a des situations nouvelles qui se créent au jour le jour qui ne sont pas prévues. Donc, pour prendre en compte ces situations nouvelles qui sont les préoccupations des populations, il faut organiser ces débats d'orientation budgétaire à l'orée de l'organisation à l'orée de l'élaboration des budgets. Donc, nous avions formé les gens pour qu'ils puissent tenir ces débats d'orientation budgétaire là, mais également à faire un plaidoyer. Tenez-vous bien que dans la nomenclature budgétaire au Burkina Faso, au niveau des collectivités territoriales comme au niveau national, il n'y a pas de ligne budgétaire dédiée aux tout petits, c'est-à-dire la nutrition infanto-maternelle, la nutrition des tout petits, la nutrition des femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Alors nous avions formé les gens sur ces questions de nutrition et on a mené des plaidoyers auprès des autorités locales là et nous avions pu mobiliser dans nos 20 communes d'intervention près de 7 millions pour pouvoir accompagner l'enfant. C'est la devise, c'est une structure porteur des sans-voix, c'est-à-dire que la voix des sans-voix. Les enfants, les tout petits, les bébés, c'est des sans-voix. Donc on a fait ces plaidoyers et monsieur le maire qui est ici a mobilisé de l'argent, je pense qu'autour de 200 000 francs, parce que ça n'existait pas. Oui. Et nous, on veut qu'on gère la commune de manière à prendre en compte les besoins de toutes les populations. Les enfants tout petits là sont les membres de la population également. Donc on a mobilisé de l'argent au niveau de chaque commune là et pour prendre en compte les besoins de ces populations. Ça fait au total 7 millions qui ont été mobilisés pour pouvoir. Et il y a les restes des communes qui n'ont pas fait le travail, qui n'ont pas mobilisé. Ils nous ont promis que pour le budget de 2022, ils vont pouvoir trouver une ligne budgétaire. Et nous voulons faire un plaidoyer pour qu'on puisse créer une ligne budgétaire spécifiquement pour la nutrition. Et nous voulons le faire à un haut niveau, au niveau du ministère de l'économie, pour qu'on puisse créer une ligne budgétaire pour la nutrition infanto-maternelle. C'est une bonne initiative. Ouais. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot avant de nous quitter? Merci bien. En tout cas, c'est pour vous dire que je suis très satisfait de cette rencontre, de cette émission, et profiter, remercier au nom de notre conseil municipal, CERADESI, pour tout le travail qui a été fait dans notre commune pour que nous soyons à ce stade-là aujourd'hui. Je rappelle qu'au début, c'était très, très difficile, mais actuellement, je voudrais rassurer la structure que toutes ces choses-là se sont aplanies. Nous sommes en tout cas au même niveau de compréhension par rapport à ce que CERADESI veut faire pour ces communes que je dirais en difficulté. Il faut se dire que la plupart de ces communes-là sont des communes réellement en difficulté, surtout difficultés financières. Donc, grand merci. CERADESI va s'occuper de ça plus tard. Alors, merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci à monsieur Yamego d'être passé sur ce plateau de Burkina Info. Merci. Je rappelle que vous êtes le point focal de CERADESI à Pella. Et merci également au chef de projet, monsieur Koulibaly Adama. Merci beaucoup, madame. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi.